Bienvenue tout le monde dans l'édito, première édition de 2024. Écoutez, un des sujets qui est quand même assez récurrent dans ce podcast-ci, c'est les affaires municipales. On a souvent tendance à penser que tout ce qui est municipal, c'est comme un peu déconnecté du portrait global, mais au final, les sujets d'ordre globaux finissent par avoir des répercussions sur le local et même le très local. Donc, un des podcasts qui est un c'est pas un podcast, mais c'est un des documents audiovisuels ou une des vidéos qui a fait le plus parler en 2023, surtout vers la fin, c'était le documentaire de Pierre Poilievre Mhm. sur la crise du logement au Canada et la crise de. C'est même plus. J'aime pas dire crise du logement, mais c'est la crise de l'habitation. On devrait peut-être plus dire ça. Oui. Parce qu'il y a un problème de logement, il y a un problème de logement abordable, il y a un problème de maison, il y a un problème d'accès au Mhm. logis. On devrait Tout à peut-être fait. dire ça de même, parce que des fois, crise du logement, les gens pensent qu'on parle juste des blocs appartements, là. Mais c'est beaucoup plus large que ça, là. Il y a un problème. En fait, à peu près la seule affaire qu'il y a de disponible dans le marché en grande quantité, ce sont des condos de luxe. Mhm. Le reste, c'est très peu accessible. Donc, ça a fait réagir beaucoup. Pourquoi? Parce que, entre autres, même dans ce documentaire-là, Poiliev, il disait ben, on voit de plus en plus des campements de gens qui vivent sous des ponts, dans leur voiture, tout ça. Puis, c'est comme toujours, hein, tout le monde dit ah, Poiliev, il exagère. Il exagère, c'est tout des mensonges, ces affaires-là. Comme dirait Luc Boileau, ça, c'est tout pas vrai. Oui. Fait que. Oui, c'est ça. Et là, dans les derniers jours, il y avait des articles de ça dans la presse et dans d'autres médias, mais notamment celui-là, je pense que tu as retenu un peu comme moi, là, qui nous disait des campements de Mhm. sans-abri poussent en région. Et là, on nous dit plus de 600 campements démantelés et 126 autres relevés par les autorités en moins d'un an. Il était question d'en avoir 200, si je ne me trompe pas, à la fin de l'été. Là, on est rendu à plus de 600. Donc, évidemment, les conditions hivernales font qu'on a Mhm. tendance à se faire un toit sur la tête pour pas mourir gelé, là. Donc, on parle vraiment de gens qui vivent dans des tentes, comme on peut voir à l'écran en ce moment. On parle, c'est ça, de genre de parc de tentes. On parle de petites cabanes construites dans le bois. Il y a même eu, rappelle-toi, je me souviens plus, c'est la mairesse de où exactement, mais qui avait comme interpellé le Ouais. ministre Carman là, avec les larmes aux yeux en nous disant qu'une jeune femme avait accouché en plein milieu du bois parce qu'elle était sans abri. Puis elle s'était faite mettre en scène par un autre sans-abri ou je sais pas trop. Euh, et là, ben, moi, Mhm. toi, comme plusieurs personnes, on regarde ça, puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Tu sais, l'itinérance, ça a toujours été un phénomène qui existait dans les grandes métropoles. Tu sais, si vous allez à San Francisco, si vous allez à New York, si vous allez à Détroit, si vous allez à Vancouver, à Montréal, à Toronto, on a toujours vu des sans-abri, à Paris, peu Mhm. importe. Mhm. On a toujours vu des sans-abri, des mendiants. Mais là, tu sais, des histoires de campements d'itinérants à Amos, à Amqui, à Gaspé, Trois-Rivières, à Trois-Rivières, tu sais, sans rien enlever à ces endroits-là, là. Puis à Québec. Oui, je veux oui. pas dire que c'est des villages ou des petits, Mhm. c'est pas ça le but, là. Non, non, évidemment. Pognez pas les nerfs si je puis nomme votre ville. Je suis pas en train de dire que vous vivez dans un trou. Je veux dire en général, on n'était pas préoccupé dans les petites villes par le phénomène de l'itinérance. Il y en avait, là, tu sais, des Mhm. gens qui Mhm. erraient Mhm. ici et ça, problèmes de santé mentale et autres. Mais des histoires de campements d'itinérants à Sherbrooke, à Roberval ou à Alma, pour moi, c'est un phénomène nouveau, là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est là, parce que comme tu viens de le dire, tu as tout à fait raison, c'est de l'itinérance, il y en a toujours eu un peu partout dans les grandes villes, etc. Mais là, c'est qu'on voit des affaires, même si on revient plus au spectre des grandes villes, tu sais, on est bon au Québec hein, pour dire que les Américains, regardez comment c'est criminalisé, regardez comment leur ville, c'est pauvre, c'est sale, c'est ci et c'est ça. Ils ont les problèmes de fentanyl, de ci, de ça. Mais là, comme Thomas Gerbet a commencé à l'exposer l'été dernier, puis là, ça continue depuis, puis c'est cet article-là, bon, lui, il est à Radio-Canada, ça, c'est la presse, ça s'inscrit un peu dans la même perspective. C'est que là, on n'est plus si meilleur que ça que les Américains. Évidemment, ils sont plus populaires, il y en a plus. Mais je veux dire, tu sais, juste les scènes qui sont rapportées par les médias, ça rappelle certaines scènes que tu peux voir dans des documentaires ou des reportages sur ce qui se passe dans les grandes villes américaines, à plus petite échelle, mais quand même des affaires de campement, puis de danger d'incendie, puis parce qu'évidemment, tu t'installes dans une tente l'hiver avec ton brûleur au propane, bon, peut-être pas ce qu'il y a de plus sécuritaire, hein. Puis aussi,
sais, justement des itinérants complètement high, là, tu sais, complètement drogués. Ah, Ça puis faisait des crimes de violence. excuse-moi de te couper, mais c'est pas juste une impression, là, tu sais, des fois, les gens Non, peuvent. non. Des fois, des fois, on entend toutes sortes d'affaires, par exemple, sur je sais pas, moi, la violence par arme à feu ou autre, puis on se dit, Ouais. c'est-tu juste ma perception, c'est-tu un prisme déformant des Mhm. médias, tout ça. Mais là, tu sais, j'ai le chiffre, là. Depuis 2018, donc ça fait pas si longtemps que ça c'est l'arrivée au pouvoir de la CAQ. Là. Je dis pas que c'est un lien en passant, mais Non, non, non. c'est pour nous situer dans le Mhm. temps. Depuis 2018, c'est une hausse de près de 50% de l'itinérance au Québec. On parle, et ça, ce sont des chiffres de septembre 2023, donc c'est probablement pas à jour, mais on doit être aux alentours de ça. On nous dit qu'il y a plus de 10 000 personnes qui vivent en état d'itinérance au Québec. 10 000. Mhm. Je ne sais pas si vous réalisez, là, mais 10 000, moi, je viens d'une ville où il y a moins de gens que ça. C'est C'est ça. beaucoup, là. C'est beaucoup. 10 000, vous pouvez remplir un aréna de taille moyenne. Mhm. C'est beaucoup, beaucoup de gens. Là. Bon, on comprend que dans certains coins, il y en a, c'est peut-être, on parle juste d'une dizaine de personnes, mais quand même, si vous êtes dans une ville de 10-15 000 personnes, puis il y a un campement avec une dizaine de personnes qui vivent en état d'itinérance là-dedans, il y a des gens, bon, sont-tu malades, sont-tu pas malades? Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de soins, il y a peut-être une fille qui est justement enceinte, ou ça pose quand même des problèmes ou des défis, là, disons ça de même, là, de sécurité publique ou de santé publique aussi. Là. Est-ce que ces gens-là sont laissés à eux-mêmes, peuvent décéder de froid, de haute? Est-ce qu'ils peuvent être tentés? Ça pose un problème de cohabitation aussi, là, parce qu'on l'a vu à Ben oui. Montréal. À Montréal, le phénomène est tellement rendu socialement accepté et pris comme acquis, comme si c'était une fatalité, qu'on en vient à discuter de trucs du genre, je ne sais pas si tu te rappelles, un peu avant Noël, il y avait l'histoire que les bibliothèques de Montréal là, essayaient de trouver une manière Mhm. d'interdire que les gens sans-abri viennent dedans avec des règlements sur les odeurs. Donc, dans le Ouais. fond, si quelqu'un pue, on peut l'expulser de la bibliothèque, sous-entendu qu'on visait par là des gens en situation d'itinérance. C'est quand Ouais, même puis il y a plusieurs années, surréaliste, là. quand Coder était maire, les gens se rappelleront, il y avait eu l'histoire des pics. Tu sais, comme des pics que tu vois des fois après les édifices pour pas qu'il y ait des pigeons qui aillent là et qui fassent leurs besoins et tout. Là, c'était des pics anti-itinérants en quelque sorte. C'est pour pas que les itinérants aillent se coucher dans le cadre d'une fenêtre, mettons une fenêtre un peu reculée sur la façade d'un édifice. Évidemment, Coder était sorti, il disait que ça n'avait pas d'allure avec raison, mais c'est ça. Puis parlant de santé publique, c'est que dans des endroits, même comme à Montréal, là, tu as parlé de des petites villes où est-ce qu'il n'y en avait pas avant, puis c'est surprenant qu'il y en ait. Là, tu dis, même à des endroits où est-ce qu'il y en avait, qu'il y en a toujours eu, comme à Montréal, par exemple, ben là, c'est que ça déborde des endroits desquels on était habitués d'en voir. Quand on entend des histoires que maintenant, il y en a même en Antique, Antique, Quartier-Ville, tu dis, voyons donc, qu'est-ce que ça fait là, des itinérants, puis d'autres secteurs de la ville de Montréal qui étaient comme, entre guillemets, à l'abri de tout ça. Les secteurs où est-ce qu'il y en a toujours eu, comme le centre-ville de Montréal, moi, je l'ai déjà dit, je vais au centre-ville de Montréal une fois par semaine et avant la pandémie, j'y allais à 5 jours semaine. Et moi, je l'ai remarqué, bon, il y a eu une période pandémique pendant laquelle j'ai été en fait 2 ans sans y retourner. Et quand j'y suis retourné, j'ai eu un choc. Là. J'ai vu des choses que je ne voyais pas avant. Oui, j'en vois des itinérants, mais j'en vois beaucoup plus, encore plus en détresse. Je vous épargne des détails peu ragoûtants. Il y avait des histoires pas toujours chics là, que j'ai vues. Tu dis que ça s'est détérioré. Puis justement, c'est que tu dis, bon, comment expliquer ça? Bien, il y a plusieurs phénomènes. Il y a la crise de l'habitation, mais je sais à quel point aussi il n'y a pas la crise de santé mentale. Tu dis, tu sais, puis c'est pas juste au Québec en passant, c'est quelque chose je pense qu'on peut voir un peu partout en Amérique du Nord, mais vu qu'on est au Québec, penchons-nous sur notre cas en quelque sorte, là, parce que comme je disais tantôt, on est bon pour dire qu'on est meilleur que les Américains, mais pas tant que ça dans le fond. Là. Je suis curieux de savoir, je pense qu'on pourrait mesurer ça, mais jusqu'à quel point aussi que ce qui s'est passé pendant la pandémie, l'isolement social et tout, jusqu'à quel point que ça n'a pas pu amener des gens qui étaient déjà en situation de grande Ouais. précarité, qui étaient dans des logements, qui étaient dans leur tête, ça n'allait pas super bien, qui ne suivaient pas toujours leur médication, etc., que ça n'a pas fait basculer de l'autre bord finalement, puis qui ne sont pas retrouvés dans nos rues. Fait que bon, c'est multifactoriel. Je ne vais pas mettre tout sur le dos de la pandémie, de notre réponse de santé publique ou encore de la crise de l'habitation, mais c'est quand même des éléments à ne pas perdre de vue. Surtout que là, bon, là, le municipal, ben, les différents paliers de gouvernement, là, on parle du municipal parce qu'évidemment, ceux qui sont en première ligne de tout ça, essayent de réagir. Mais des fois, c'est pas toujours, tu sais, c'est comme, des fois, c'est comme si tu veux régler un problème, t'en crées deux, là, comme Vincent Geloso aussi Ouais. depuis un moment. Là. C'est beaucoup de ça là, qu'on peut observer aussi. Puis tu l'as dit aussi, la cohabitation. On avait parlé il y a plusieurs mois, l'enjeu justement du centre d'itinérance pour les itinérants à Trois-Rivières, qui était immédiatement à côté d'une garderie.
Tu sais, je veux dire, on veut faire les choses, mais on veut bien les faire aussi. Tu te dis, il faut prévoir des endroits, faut être accueillant. Tu sais, c'est des êtres humains, mais il y a quand même, faut gérer ça de manière intelligente aussi, Mhm. là. Puis, il y a comme un. Comment je pourrais dire ça? Il y a comme un éléphant dans la pièce mais qui est comme un peu caché dans ce débat-là. C'est le fait que on parle toujours de ce qu'on appelle l'itinérance ou les gens qui sont littéralement sans abri au sens Mhm. technique du terme, là, c'est-à-dire qu'ils dorment dans la rue Mhm. ou dans des campements comme ça. Mais si vous allez sur Statistique Canada, donc c'est très facile à trouver, là, vous allez sur le site de Statistique Canada et vous avez un truc qui s'appelle Données canadiennes sur l'itinérance, qui date de 2023. Donc, updaté, là, il y a il y a un petit peu plus de 6 mois, pareil. Mhm. Donc, on nous dit là-dedans qu'au Canada, il y a à peu près entre 25 et 35 000, parce que c'est dur à estimer, là, des gens dont on a perdu la trace, tout ça. Mhm. Il y a entre 25 et 35 000 personnes qui vivent de l'itinérance, appelons ça pure, là, pour se comprendre, c'est-à-dire des gens qui vivent dans la rue carrément ou dans des petits campements comme ça. Par contre, on estime qu'il y a presque 235 000, ça c'est énorme, là, de gens qui vivraient dans la rue si Mhm. ils n'avaient pas de famille ou comment je pourrais dire ça, Ah, de ressources dans leur communauté. On appelle ça en fait l'itinérance cachée. ouais, Dans les, sur le divan-lit du beau-frère ou encore dans ton dans ta vieille caravane, Dodge Eh, Caravan, tu sais, c'est ça. absolument, absolument. Et ça, ce chiffre-là est beaucoup plus important. Et vous comprenez que, en général, quand vous êtes rendu à ce stade-là, le prochain seuil, c'est la rue, là. Mhm. C'est quand vous êtes rendu à dormir dans votre, comment je pourrais dire ça, dans votre Ford Pinto que vous avez acheté 200 pièces il y a je ne sais pas combien d'années, vous êtes rendu à dormir dedans, ben, la prochaine étape, c'est que le char tombe en panne, que vous l'abandonniez quelque part et que vous vous ramassiez dans la rue. Et quand on demande aux gens, parce qu'il y a des Absolument. enquêtes qui sont faites de Statistique Canada là-dedans, là, donc sur justement ce qu'on appelle l'itinérance cachée, c'est vraiment là que puis c'est directement, tu sais, quand Pierre Poilievre, il dit la personne qui vit dans le sous-sol de ses grands-parents parce qu'il n'y a pas de place où aller, la personne qui vit dans son char ou dans une vieille roulotte ou ce genre de trucs-là, c'est le début de l'itinérance, qu'on appelle l'itinérance cachée. Et on nous dit, comment on définit ça, c'est, on demande, avez-vous déjà eu à vivre temporairement avec la famille ou des amis dans votre voiture ou ailleurs car vous n'aviez nulle part où aller? Donc, autrement dit, c'est des gens Mhm. qui, si, mettons, à la porte où ils ont cogné, que ce soit un cousin, une tante, la personne dit non, la prochaine étape, c'était le banc de parc. Parce qu'ils n'ont rien d'autre que ça qui les attendent. Donc, ça montre qu'il y a quand même comment je pourrais dire ça? Il y a quand même beaucoup de gens qui ont de l'aide de proches ou qui réussissent à s'en sortir. Mais c'est inquiétant de savoir qu'il y a autant de gens qui sont dans une précarité telle, une situation telle, qu'ils sont à un ami, une connaissance, un char prêt d'être dans la rue, là. Ben oui, surtout dans des sociétés comme les nôtres aussi, comme tu sais, hier dans notre conversation de groupe, Vincent nous le faisait remarquer que malgré tu sais, ce qu'on entend là, tu sais, de certains doomers, là, tu sais, les gens qui parlent toujours de la fin du monde et tout, tu sais, il y a beaucoup de choses, tu sais, le niveau de vie augmente, tu sais, la santé des gens augmente, on parle beaucoup d'obésité, de sortes de problèmes, mais tu sais, on vit mieux, de façon générale, on vit mieux maintenant qu'il y a Mhm. 20, 30 ans ou que dans le passé. Il faut arrêter le romanticisme envers le passé, là. Mais n'empêche qu'on observe il y a quand même une précarité qui semble prendre de plus en plus de place, pas juste dans nos grandes villes au Canada, au Québec. Et c'est que cette précarité-là, justement, le portrait de la précarité change. Tu sais, avant, on a beaucoup parlé de la désinstitutionnalisation. Là, on était pas mal jeunes à cette époque-là, toi et moi, là, quand ça s'est fait, mais bon, là, on en paie encore les frais de tout ça. Tu sais, je ne suis pas expert de ces questions-là, mais c'est juste qu'on entend beaucoup souvent. C'est des gens qui souffraient de troubles mentaux, qui ont été, par exemple, qui ont été désinstitutionnalisés, manque de ressources, sont ramassés à la rue. On leur disait, ben, revenez de temps en temps, on va avoir de médecin. Mais ça, c'est des gens qui étaient tellement précaires que, bon, prendre de la médication, faire le suivi, ça a pogné le bord assez vite, puis ça a contribué au problème d'itinérance. C'est qu'on a des communautés autochtones aussi qui quittent leur localité, viennent s'installer dans un grand centre, Ouais. souvent des problèmes d'alcoolisme, etc. Bon, ça fait des problèmes. Mais là, c'est qu'on se rappelle, c'est que là, ça change. C'est des gens qui se tombent dans la précarité, mais qui ne devraient pas y être d'une certaine façon, tu sais, en ce que on se rappelle, tu as beaucoup de ça en Ontario, mais j'ai quasiment, écoutez, je vais vous revenir là-dessus, mais je pense que j'ai commencé à en observer, même si ça arrive ça de Montréal. Tu sais, je parle des gens qui vivent dans leur auto, là. Ben, c'est ça, il y en a eu des histoires l'an dernier, des gens
Tu avais le maire de je sais plus quelle municipalité en Ontario qui disait ben là, tu as des jeunes qui bon, ils n'ont pas les moyens d'aller à l'université. C'est-à-dire, ils n'ont pas les moyens de se prendre un appartement, je ne sais pas, à Toronto ou quoi que ce soit. Fait que là, pas trop loin de la ville où est-ce qu'ils ont grandi, ils vont s'acheter une vieille van, vont dormir là-dedans, un vieux camper. Tu as des étudiants qui étaient sortis, même une mairesse qui était sortie en Ontario pour dire qu'elle n'avait pas les moyens de rester dans la ville de laquelle elle est mairesse, qui est un peu drôle quand même, qu'elle habitait dans le sous-sol de chez ses parents. Tu sais. Mais là, j'ai cru, pendant les fêtes, je me suis promené un peu, puis j'ai cru même en observer pas très loin de chez moi. Là, je vais vous revenir là-dessus quand je serai plus certain de mon affaire, mais c'est des choses qu'on observe. Puis justement, c'est ça, parlant d'enjeux de santé publique, c'est tu sais, l'hiver, là, dans ton vieux char un peu déglingué, rouillé à grandeur, pardon, faire rouler ton moteur, c'est pas la meilleure affaire non plus pour la santé, ça là, mais on est rendu là, puis c'est des choses qu'on ne voyait pas ou qui étaient plus qu'anecdotiques avant. Là, il faut s'interroger finalement sur la réponse. Puisque j'ai observé jusqu'ici, on pourrait en parler, là, mais ça ne me convainc pas. Là. Non, puis tu sais, quand on regarde en tout cas les chiffres sur StatScan, ils ne montrent pas des super belles tendances, là. Notamment le fait que quand on demande aux gens, avez-vous déjà vécu en situation d'itinérance ou d'itinérance cachée, au Québec, c'était en fait, parmi les répondants qui ont répondu oui, au Québec, cette proportion-là était de 13% en 2014 sur le Canada. Donc, on faisait quand même bonne figure par rapport à notre poids démographique. C'est presque 20 en ce moment. Ouais, Donc, on commence à rattraper les autres provinces sur cette tendance-là. Et il y a d'autres tendances qui sont franchement peu réjouissantes, là, entre autres le fait que de plus en plus de femmes sans-abri. Alors qu'avant, c'était un phénomène, je ne dirais pas exclusivement masculin, mais majoritairement masculin. Et tu vois, en 2019, les chiffres que j'ai, c'est 50,1% pour les hommes, 49,9% pour les femmes. On est presque rendu, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots là-dessus, mais on est presque rendu à la parité. Oui, c'est ça. Ce qui, à mon avis, n'est pas une bonne chose dans tous les domaines, on va dire ça comme ça. Non, non. Puis ça, ben, c'est vraiment. Tu sais, c'est des chiffres qui sont pas en train de dire que c'est l'apocalypse et que tout le monde Non, est dans non. la rue au Canada. Vous avez compris l'ordre de grandeur qu'on donne. On dit on est à peu près 40 millions de personnes. Grosso modo, il y a entre 25 et 35 000 personnes qui vivent carrément dans la rue, puis à peu près 200 000 personnes qui vivent aux portes de la rue, c'est-à-dire sur le divan d'un ami, se promènent de gauche à droite en espérant que quelqu'un dise oui. Mais ça, là, c'est au moins pour la partie qui est en itinérance cachée, ça pointe du doigt, au moins pour ces gens-là, le problème de l'accessibilité au logement. Parce que tu peux toujours te dire, la personne qui est directement dans la rue, bon, ça peut être une question de santé mentale ou ça peut être. Tu sais, il peut y avoir toutes sortes de problématiques, mais la personne qui se promène, qui reste sur le divan de sa tante parce qu'elle n'a pas d'argent, c'est clairement, en tout cas, probablement que le facteur numéro un, si on exclut là, les autres possibilités, c'est probablement une raison d'argent. Là. Très probablement que c'est parce que cette personne-là n'a pas les moyens de se payer. J'ai vu des chiffres là, à Montréal, des 3,5 à 1500 Ah pièces. oui, 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 tout à fait. Je veux dire, si vous êtes une personne seule, le gars ou la fille, vous êtes seul, pas de job qui taponne au salaire minimum, l'appartement à 1500 pièces par mois, je ne sais même pas comment c'est possible. Non, ben c'est pas possible. En fait, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'on observe ce dont on parle aujourd'hui. En fait, là, il faut s'interroger justement sur ben, c'est quoi la réponse du politique par rapport à ça. Tu sais, c'est pour ça que j'avais parlé un peu avant les fêtes de qu'est-ce qu'on voit en France. Tu avais une ancienne ministre de l'Habitation qui disait ah, ben au nom du changement climatique, il va falloir, on va mettre des cas pour les habitations qu'on va décrire comme étant des passoires thermiques à Oui, ils partir de seront plus l'an louables. prochain. Oui, ils seront plus louables. Puis là, ça va de partir de l'an prochain jusqu'en 2035. Ils vont y aller par grade, là, du pire à pire, mais moins. Là. Donc là, tu dis. Puis là, il y en a qui aimeraient ça qu'on ait ces affaires-là au Québec. Mais ça, c'est parce que c'est le genre de niaiserie qui va mettre du monde à la rue qui avant arrivait à se loger, bon, du mieux qu'il pouvait. C'est parce que là, plus tu sais, Yann, il parle souvent de scier les premiers barreaux de l'échelle. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que ça va se faire? Bon, ça, je ne le sais pas, je ne le souhaite pas. Mais il y a des choses, par exemple, parce que ça, c'est des gens qui sont comme sur le bord de la précarité, qui peuvent carrément tomber dans la précarité. Ceux qui sont déjà dans la précarité, les cas plus classiques, itinérance, l'itinérance plus classique, troubles d'adaptation, troubles mentaux, etc.,
Ben, c'est quoi les solutions? C'est ce que Valérie Fante a fait, qu'on a vu l'an passé, d'acheter des vieux blocs payés à 800 000 la porte pour essayer de loger des gens. Je me dis, à un moment donné, c'est pas viable, ça non plus, ça n'a pas de bon sens. Tout ce qu'on a vu aussi, c'est de rénover les HLM, qu'on donne seulement des budgets de 15, des budgets de 15 000 par porte, quand finalement, tu te rends compte que, de nos jours, tu vas où avec 15 000 finalement dans une rénovation? Tu vas pas bien loin. Moi, je trouvais que ta solution que tu avais sortie à un moment donné, je ne sais plus si c'était en ondes ou par après. Je pense que c'était encore en ondes, mais c'était excellent. C'est-à-dire, ben, coûte combien acheter des roulottes puis des parquets sur un terrain vacant, finalement? C'est toujours mieux quand quelque part dormir dans une tente sur le bord de l'autoroute. Là, Ben, c'est que dans l'histoire de la construction, en tout cas résidentielle, il y a toujours eu le souci, à un moment donné, de trouver des alternatives moins chères pour permettre à tout le monde d'avoir un chez-soi. Mm-hmm. À une certaine époque, si tu remontes à il y a peut-être 20 ans, c'était la grosse mode des jumelés Mm-hmm. dans plusieurs villes. Donc, on achetait des terrains où il y avait un vieux bungalow dessus, on sacrait le bungalow à terre, on divise le terrain en deux, puis il y a chacun qui a une moitié. Puis ça a permis à beaucoup de gens d'avoir des maisons très correctes. Puis ça se fait encore. Mais c'est rendu maintenant, moi je voyais des endroits de Québec comme Val-Bélair, qui sont des régions là, de la ville périphérique, des Oui, oui, banlieues, oui. là, des banlieues de la ville là, où il y a Mm-hmm. 30 ans, il n'y avait rien, ou presque rien, où on vend maintenant des jumelés bâtis il y a 20 ans au-dessus de 300 quelques mille. Donc, vous comprenez que c'est plus une avenue pour des gens qui sont à faible revenu. Ça l'a peut-être été à un certain moment, mais ça ne l'est plus. Dans les années 80, il y a eu la grosse mode des maisons mobiles Mm. où on permettait à des gens de, bon, vous n'avez pas les moyens d'acheter un terrain, la municipalité va vous louer votre terrain avec un bail comme indéterminé, puis vous avez votre maison mobile, vous pouvez sacrer là-dessus, puis ça coûtait une couple de dizaines de milliers de dollars. Tu avais une maison mobile qui avait de l'allure sur un terrain qui était loué, je sais pas moi, 50$ par mois. Bon, ça a Ouais, permis c'est à ça, beaucoup là. de, ça a permis à beaucoup de gens, mais Oui, oui. aujourd'hui, ces maisons-là, ils sont vendus dans certains cas 300, Ouais, j'ai 350 vu ça. 000, pas de terrain. Exactement. Donc, donc, ce n'est plus des solutions valides pour les gens, on va dire, de la classe moyenne. C'est Et, ça. et, et, et là, on ne parle même pas des gens qui sont pauvres. Et là, les gens vont dire, ouais, mais c'est quoi le rapport entre ça et l'itinérance? Ben, le Mais, rapport, c'est le suivant. C'est que si les gens de classe moyenne n'ont pas les moyens d'accéder à la propriété, ils vivent où? Ils vivent en appartement. Et exactement. donc, ils occupent une place d'appartement et augmentent la demande pour les logements, ce qui fait que ça laisse moins de place pour les gens qui sont à faible revenu. Donc, c'est assez facile à comprendre, là. C'est pour ça Il n'y a que pas de déplacement. Ben oui. c'est un effet de déplacement. C'est que si même les gens qui sont. Vous avez un jeune couple, il y en a une qui est prof, puis l'autre travaille, je ne sais pas, moi, dans une shop ou whatever, puis ils disent, bon, on n'a plus les moyens d'acheter de maison, on vit sur la Rive-Sud de Montréal, on n'a pas les moyens d'acheter de maison, on n'a fait pas assez de gros de salaire. Vous vivez dans un appartement. Donc, vous augmentez la quantité de gens qui demandent des Exactement. appartements, donc vous faites augmenter les prix à moyen terme, vous créez une rareté, une pénurie, et c'est ça qui arrive, là. C'est pour ça que la solution ne passe pas juste par bâtir des logements sociaux puis des appartements à prix modique subventionnés. Ça passe aussi par la construction de tout. Il faut qu'il y ait plus de maisons, plus de jumelés, plus d'appartements, plus de tout. Parce que sinon, on va se ramasser dans un cas de figure, comme c'est le cas dans la région de Toronto, où tu as des professeurs d'université qui, non pas par choix, mais par dépit, vivent en appartement. Oui, ben c'est ça. Puis là, c'est ça. Puis les solutions, c'est pas ça. On l'a vu encore récemment. Est-ce que c'est encore d'augmenter les territoires protégés? Est-ce que c'est de faire de l'expropriation déguisée, même si par la loi, on dit que ça n'en sera plus, de dire, ben regarde, si on constate qu'on veut protéger ton terrain pour une raison environnementale, mais regarde, il va rester à toi. C'est juste qu'on, par règlement de la ville, tu pourras plus, on décide que tu ne pourras plus construire dessus, puis tu ne seras pas dédommagé. C'est ça la solution? Moi, je pense pas. La solution, c'est-tu les chèques militaires à Trudeau? Là? Parce que ça, on a vu ça là, Ah devant un oui, oui. éditorial dans la presse avant les fêtes qui louangeait ça autant qu'on a envoyé des fleurs à la presse pour la série de reportages qu'ils viennent de faire ces derniers jours. Mais cet éditorial-là avant les fêtes de dire ça va être parfait, si on va faire comme dans les années 40-50, on va avoir les maisons militaires, ça va être merveilleux. Ouais, ça va finir comment cette histoire-là? Ça va finir à des chèques à 800 000 qui vont coûter 800 000 sur des terrains de 400 pieds carrés. Ça va finir comment cette histoire-là? Là, non, c'est pas ça. C'est qu'il faut dézoner, il faut déréglementer. Et là-dessus, c'était vers ça que je voulais aller tranquillement. C'est que c'est là que les politiciens, tu sais,
on- je pense que je ne surprendrai pas personne, mais il n'aide pas tout le temps, tu sais. Moi, j'ai déjà vu des situations par le passé. Moi, j'ai connu quelqu'un personnellement. C'est quelqu'un qui est plus jeune, bon, plus vieux que nous, là, plus vieux que toi et moi, là, plus jeune, il n'était pas riche, puis avec le temps, bon, tu sais, un peu plus d'expérience, etc., sa situation s'est améliorée. Fait que, bref, lui, depuis longtemps, il est plus dans un bungalow modeste, très modeste même. Puis est venu le temps, qui était un peu plus vieux, commence à approcher de la retraite, avec plus de moyens, décide de le remettre en ordre, tu sais. Ben, il y a juste les misères du monde à obtenir un permis de la municipalité pour le faire. Parce que pourquoi? Parce que la municipalité l'encourageait plutôt. Alors, jette ça à terre, mets un duplex, mets un triplex. Tu te dis, bon, ça, c'était à peu près il y a une dizaine d'années. Finalement, il était capable d'obtenir son permis, il était capable de faire ce qu'il voulait puis de garder sa maison. Fait que tu te dis, bon, tant mieux. Autant qu'on est pour la densification, il y a peut-être une manière de le faire. Mais là, maintenant, la situation a changé du tout pour tout. C'est que là, pendant des années, tu as eu des municipalités justement, qui ont voulu densifier, mais peut-être pas de la bonne façon. Puis là, je ne parle pas d'histoire de la le bloc est trop haut, ça fait trop d'ombre ou ça va faire du bruit. Vraiment, c'est des affaires, encore une fois, qu'on veut un peu te dicter qu'est-ce que tu devrais faire avec ton bien. Là. Quelque chose avec lequel j'ai profondément un malaise. Là, on est passé de cette situation-là il y a à peu près une dizaine d'années à maintenant. Moi, ce que commençait à discuter dans certaines villes, c'est de vouloir faire des moratoires sur le fait de justement prendre un vieux bungalow, de le jeter à terre, puis d'en faire un plex à la place. Mais là, c'est parce que tu dis d'un bord comme de l'autre, c'est du grand n'importe quoi. Là. C'est Ben, là, l'absence totale de vision dans tout ça, mais de mais planification oui. à tous les niveaux. C'est comme s'il y a une absence totale de vision à tous les niveaux. Autant les municipalités qui se plaignent du manque de logement puis du fait qu'ils sont pris maintenant avec des gens dans des banques alimentaires puis qui n'ont pas accès à un logement à un prix raisonnable, mais ils font tout pour bloquer la Mhm. construction, mettre des règlements de zonage, de patrimoine et de tout ce que vous voulez. Il y a des villes là, qui ont, pour des motifs très, très bizarres, là, ils empêchent la construction dans certains secteurs parce que supposément, c'est des quartiers historiques Ouais, et ouais, ouais. patrimoniaux. Des quartiers patrimoniaux et historiques euh, dans, en dehors du vieux Québec. Là. Moi, j'ai déjà vu ça, Euh, des maisons avec de l'amiante dedans construites en 1950. Ça, c'est rendu ouais, patrimonial. c'est ça, c'est Ouais, rendu patrimonial. On va arrêter. Là. ouais, ouais. Fait autant au niveau euh, municipal, provincial que fédéral, parce que tu dis à un moment donné, là, si c'est le gouvernement, moi je pense pas que le gouvernement devrait gérer les cibles d'immigration. Mais ils se sont mis dans la tête que c'était à eux autres de gérer Mhm. ça, puis de gérer tout ça, puis d'accorder le droit à qui vient, quand, comment. Mais c'est parce que si vous avez pris ça comme responsabilité, vous allez devoir vous assurer à un moment donné que l'offre, ça rime avec la demande, autant pour les locaux, mais pour les nouveaux qui arrivent. Parce que Ben, tu c'est imagines que ça. tu viens d'un autre pays, tu arrives ici, on t'a vendu ça, comme ça va être la parousie, puis finalement, tu arrives, tu n'es pas capable de trouver un logement. Là, c'est parce que là, c'est parce que là, en plus on avait déjà le problème que des gens viennent ici avec toutes sortes de qualifications, on leur reconnaît pas leur diplôme, fait que finalement, ils conduisent un Uber Eats à Montréal. Mhm. Parce que finalement, la personne est médecin, mais on lui refuse même d'être infirmière auxiliaire à l'hôpital, parce que ça a l'air que ses diplômes valent rien. Mais maintenant, ça va être, en plus de ne pas être capable de travailler selon tes propres compétences, tu n'es pas capable de te trouver un logement. À un moment donné, ça pose des problèmes. Là, il faut, si vous désirez planifier, là, ce que je ne pense pas qu'il devrait être le cas dans l'absolu, mais tu dois au moins avoir comme objectif. On les voyait, les tendances, à un moment donné, l'évolution de la population versus la quantité de logements disponibles. Mhm. À un moment donné, c'est une question de mathématiques. Là. On pourra pas. Comment pensez-vous qu'on va pouvoir être le Canada de 2100 à 100 millions de Oui, personnes oui, oui. si d'ici là, il se construit juste 10 millions de logements? On va aimer tout ce monde-là. Ben, c'est ça. Tu sais, les caribous là-dessus, autant que moi, je suis pro-immigration, c'est vrai qu'en quelque part, tu dis, on n'est même pas capable de loger nos locaux, tout le monde, pardon, tous nos locaux. Comment qu'on va pouvoir loger les nouveaux arrivants? Mais c'est pas ça, le constat peut être bon, mais c'est les solutions qui sont mauvaises. C'est pas de fermer la porte à l'immigration. De toute façon, on a besoin de travailleurs. On a ce besoin-là. C'est justement, c'est que la planification il devrait planifier de moins planifier. Encore une fois, on se répète, mais dézoner, déréglementer et laisser construire. Mais c'est bien, bien, bien difficile. Ah ouais, ça semble bien difficile de ce Ouais. côté-là. Écoutez, on va continuer Oui, dans une brève partie Patreon, si oui. vous voulez vous joindre à nous. Stéphane Bureau, son nouveau Mhm. podcast qui fonctionne comme une tonne de briques. Il a Oui, reçu plusieurs personnes. J'ai vu Guy Nantel, j'ai vu Mathieu Bock-Côté et il y avait Charles Gave oui. dans un dernier épisode qui a fait jaser pas mal.
on voulait commenter un peu. Donc, joignez-vous à nous sur patreon.com/isénéchal ou vous cherchez Yann et Frank sur Patreon. Vous allez trouver ça très facilement.